Nous allons avoir le temps des questions. Quelqu'un peut venir passer les micros? Merci. Merci. Oui. La sieste n'est pas finie, peut-être. Bonjour, Sophie Gentil, je suis directrice du CAUE du Pas-de-Calais. Je suis très heureuse de l'organisation de cette journée qui est forcément très très intéressante pour nous, et Marc vient forcément d'expliquer les liens avec les CAUE. Je voulais envoyer un signal positif au CAUE du Pas-de-Calais aujourd'hui. 75% des demandes de conseils qui proviennent des collectivités locales portent sur le paysage. Voilà, on en traite une centaine par an à peu près. Et voilà, aujourd'hui, 75% abordent le paysage, sont en lien avec le paysage. Ce n'était pas le cas auparavant. Ça veut dire que ce sont des questions qui deviennent vraiment très prégnantes, dont les élus ont conscience. Maintenant, l'enjeu, c'est de l'intégrer systématiquement dans les outils et dans les démarches. Voilà, c'est le travail que nous devons faire aujourd'hui. C'est ce sur quoi nous essayons de nous concentrer avec les autres ingénieries. Mais voilà, il y a une prise de conscience, en tout cas, que nous, on constate dans le département et qui est très intéressante. On va prendre 3 questions. Oui, bonjour, je suis étudiante en post-master à l'école de paysage de Versailles. Et j'avais une petite question pour Marc Verdier, peut-être pour qu'il éclaire ce qu'il disait à propos de l'expérimentation vers la connaissance au sein d'un CAUE, et aussi par rapport peut-être à sa double casquette d'enseignant, parce que je me demandais, enfin, j'ai peut-être pas très bien saisi, dans quel domaine d'action s'établit l'expérimentation dans un CAUE. Enfin, je me disais que l'expérimentation, finalement, quand on est étudiant, voilà, au sein d'une école, c'est tester de nouveaux outils qui sont basés sur de nouvelles pensées pour penser de nouvelles possibilités de projets, soit de paysage, soit d'architecture. Enfin, finalement, on est dans un contexte un peu décontextualisé, finalement, puisqu'on est dans une structure qui n'est pas pensée en lien avec un site. Et donc, on est dans une pensée d'un paysage ou d'une architecture toujours un peu en mouvement. Enfin, voilà, c'est la recherche dans l'étude. Et du coup, comment, dans une structure qui est ancrée sur un site, qui est ancrée dans un certain type de réseau, enfin, dans quel sens vous entendez la notion d'expérimentation? Merci. Une 3e question? J'en ai de mon côté. Hein. Bon, allez-y, je crois que... Oui, pardon. J'en avais une, du coup. Ah, vas-y. Pour Monsieur Bruat, donc, à Villars-Saône, on est dans le parc naturel régional du Vexin français. Je l'ai décrit un peu ce matin. Le territoire, il n'est pas forcément très en avance sur les questions de transition agricole ni de transition énergétique. Ce pas des sujets qui sont abordés très facilement. L'équipe salariée du parc, elle peut être assez moteur là-dessus, où on sent parmi les salariés des convictions, etc. Par contre, ils sont donc un peu reliés à leurs élus, forcément. Donc comment, dans un territoire comme ça, l'équipe d'un parc peut continuer à faire de ce territoire un territoire un peu pilote et avancer sur ces questions? On commence par la réponse à cette dernière question, puis... Certainement pas la réponse, parce que je serais bien prétentieux si j'avais une réponse. Ce que vous évoquez, enfin ce que j'essaye de lire un peu entre les lignes aussi, chaque territoire s'adapte, chaque parc s'adapte à son territoire, et chaque parc s'adapte à la fois à l'ambition de son territoire et à ses problématiques, aux enjeux qui sont définis dans le projet de territoire. On attend souvent des parcs naturels régionaux, beaucoup, parce que c'est aussi le label qui fait ça, et c'est d'ailleurs normal. Il y a une exigence qui est liée au classement parc, et c'est normal qu'il y ait une grosse attente. Ce qui fait la force des parcs, c'est aussi ce qui fait leur plus grande fragilité. Les parcs sont des outils qui sont construits localement par les élus locaux et portés par les élus locaux. Donc c'est extrêmement puissant quand les élus portent le projet politique à bras-le-corps et quand derrière ils organisent la structure pour le mettre en œuvre. Voilà. Parfois, sur certaines thématiques, les choses sont plus compliquées. Donc ça dépend de chaque situation locale. Et vous savez qu'en matière d'agriculture,
c'est qui avait écrit l'agriculture, c'est l'État dans l'État, ou je sais plus. C'est en plus une des problématiques les plus compliquées à gérer pour un parc naturel régional, parce que finalement, il se trouve très très peu outillé pour travailler dessus. Donc, on est sur un processus long, lent. L'agroécologie commence quand même à monter. Heureusement, la société aujourd'hui est demandeuse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même sur ce sujet-là, peut-être encore plus que sur l'architecture. Moi, je pensais qu'on allait déboucher sur une révolution un peu sur l'architecture, l'urbanisme il y a quelques années, parce qu'on sentait la société pousser. Voilà. Alors, il y a la crise qui a un peu stoppé les choses, etc. Mais en agriculture, j'ai l'impression que les choses sont en train d'évoluer, peut-être même de nous dépasser un peu dans les parcs, quoi. J'ai l'impression que la société, aujourd'hui, notamment au travers de la santé, des inquiétudes qu'il y a par rapport à la qualité alimentaire, est en train de pousser. Donc, je ne connais pas le cas spécifique du Vexin. Je ne sais pas si le parc est organisé pour accompagner ça, ou alors s'il travaille en réseau avec ses chambres, etc. Mais chaque territoire est différent et les dynamiques sont différentes en fonction des ambitions et des moyens. Il y avait des questions aussi pour les CAUE. Donc vous êtes monsieur l'ex-président du CAUE, oui, qui le pourra, directeur. qui pourra répondre également sur le CAUE de Loire-Atlantique. Moi, je vais donner un exemple simple. Par exemple, encore une fois, les sujets qui nous viennent, nous, c'est des sujets qui nous sont posés par les territoires et sur lesquels on essaye de répondre de façon un petit peu décalée ou en tout cas plus globalisante et interpellante dans une logique de transversalité de sujets. Je vais prendre un sujet très simple. Depuis des années, dans notre département, mais comme dans beaucoup, nous avons 594 communes dans le département. Je pense qu'il y a, il y a 800 églises dans la commune, il y a 55 paroisses. Ça veut dire que globalement, il y a 55 églises qui tournent à peu près régulièrement. Ça veut dire qu'on a 750 églises entretenues par les collectivités qui ne tournent pas. Et on est interpellé en permanence sur des questions qui sont des questions d'entretien, les questions de qu'est-ce qu'on fait avec notre église, etc. En plus, avec un patrimoine extrêmement varié, puisque nous avons subi quelques conflits par chez nous. Donc on a à la fois des églises en fer, d'ailleurs, qui est classé monument historique. Nous avons des églises de la première reconstruction, de la deuxième reconstruction, des églises du 19e, des églises romanes, enfin on a toute la panoplie. Et on s'est posé la question de savoir comment, au fur et à mesure où on avait essayé de travailler avec un certain nombre de communes sur qu'est-ce qu'on pouvait faire dans l'église, comment on pouvait la transformer. Je parle toujours, on reprend finalement ce que Eric vient de dire et ce qu'on a vu aussi par ailleurs, c'est-à-dire plutôt les métiers de la transformation plutôt que du rajout et les métiers de la réhabilitation du bâti. Et les églises font partie de ces potentiels. Et donc on a organisé un colloque qui nous a permis de faire s'exprimer des gens, et je pense que c'est le rôle du CAUE, c'est créer ces situations d'échange et de débat, qui nous ont permis d'éclaircir la façon dont on pouvait mieux intervenir auprès des collectivités et comment on pouvait réanimer et réutiliser ces églises dans des bonnes conditions. Et pour ce faire, on est allé solliciter à la fois des gens qui étaient aussi bien sociologues, je pense à Charles Suot, d'ailleurs, un sociologue qui vient de Nantes, qui nous a éclairé sur l'acculturation, la transformation plutôt de la symbolique plutôt que des outils législatifs, etc. Et puis on est allé aussi solliciter nos cousins québécois ou nos voisins belges pour savoir comment eux faisaient différemment. Et à partir de là, on a fait avancer les choses. Et aujourd'hui, sur le territoire, en tout cas le nôtre, il y avait d'ailleurs d'autres CAUE et d'autres départements qui étaient présents dans ce colloque, on essaye d'avancer. Donc c'est au travers d'une question posée par les territoires qu'on réinterprète, qu'on expérimente à partir de quelques communes ou quelques volontaires comment on pourrait faire, puis on sollicite des gens au travers d'un échange qui apporte de la connaissance et on réinjecte ça sur les territoires. Je pense que c'est le rôle des CAUE. Merci. Quelques éléments de réponse encore. Oui. Et juste puis nous allons une remarque, clôturer. C'est que j'entends beaucoup parler du paysage, et même dans cet atelier, mais du paysage, j'allais dire vert. Et je voulais un peu rebondir sur deux choses qui ont été dites. La première, c'est Monsieur le maire, juste quand le projet chez nous est passé en commission régionale d'aménagement du territoire, le fait de refaire une maison communale qui allait être au cœur d'un quartier historique, et qui redonnait de la place et de la visibilité à la force publique, a été un élément extrêmement positif. Et la deuxième, c'est clair que le patrimoine, à la fusion des communes en 1976, les conseillers qui sont arrivés des autres villages ne pensaient qu'à une chose, c'était à raser ce patrimoine. Donc, il a créé une dent creuse au milieu du village et l'acculturer complètement. Donc, j'ai fait partie d'une mission du Parlement wallon au Québec sur les églises au Québec parce qu'ils étaient en grande demande. Mais ce patrimoine bâti, il est extrêmement présent dans le paysage. Et il faut vraiment jamais l'oublier, parce que c'est perdre notre identité, c'est perdre notre histoire, et c'est un puissant outil de redéveloppement et de redéploiement
économique, social, culturel. Ça, vraiment, le patrimoine bâti doit être vraiment pris en compte de manière puissante au sein des villages. Merci beaucoup, merci à vous 5. Et je crois qu'on va clore là cette table ronde.